Et coucou, le retour. Bon, ça me manquait quand même, hein. Alors, pour ceux qui me suivaient déjà avant, ou pour les nouveaux, alors je dis bienvenue. Euh, J'avais besoin de faire un petit break. J'ai eu besoin comment dire, de faire un petit reset, de faire un petit reset euh, énergétique sur plusieurs plans en fait, mais justement pas que énergétique, vraiment. Ce reset, ouais, ce renouveau, vraiment, j'avais besoin de l'ancrer vraiment dans la matière, par des actions justement, par le fait de supprimer l'ancienne chaîne et de recréer quelque chose de nouveau sur des bases, mais complètement différentes, enfin qui correspondent aux bases d'aujourd'hui, de la nouvelle Céline. Et voilà, parce que je me rends compte vraiment ces derniers temps, de plus en plus, comme je l'avais expliqué avant de fermer l'autre chaîne, de la loi de l'attraction, de cette manifestation dans notre vie de tous les jours, en soi, dans notre vie, etc., qu'on pouvait aussi bien fixer les, vraiment les peines, toutes nos blessures, les déceptions, enfin toutes nos émotions de violence, de tristesse, de tout ça, de colère, et que vraiment c'était, je sais pas, c'est comme si je l'avais toujours su, mais en même temps je le croyais pas vraiment. Comme quand on dit ah mais si c'était si simple ça se saurait. Bah ouais, mais en fait c'est si simple. C'est juste que ça va avec tout le reste du travail que je suis en train de faire et que faut y croire. Faut y croire, ça correspond avec souvent des choses que je dis, de se reconnecter à la magie en soi et de croire en soi, de... C'est comme les vœux en fait. Ça marche si on y croit. Si on n'y croit pas, qu'on se dit c'est quoi cette connerie, ça va pas marcher, c'est sûr. Par contre, si vraiment tu y crois, euh, eh bien ça se manifestera. Voilà. En tout cas, ça ne peut pas se manifester dans la matière, les choses, si vraiment tu n'y crois pas. Et si tu n'y mets pas toutes tes actions, hein, parce qu'il ne suffit pas non plus de le vouloir. Hein, voilà, il faut aussi vraiment mettre des actions en place pour aller vers. Et puis rester souple et flexible, parce que parfois tu voudrais quelque chose ou tu as une idée de ce que tu voudrais voir s'ouvrir, et puis c'est complètement autre chose qui t'est proposé, mais qui est sympa aussi, qui est chouette aussi, auquel tu n'aurais pas pensé. Et en fait, ouais, faut accueillir, faut laisser la porte ouverte, parce qu'il n'y a pas une seule sorte de, comment dire, de voix vraiment connectée à toi. Il peut y en avoir plein, et plein de différentes, et puis ça dépend des moments, etc. Donc je dirais, même quand on fait nos vœux, de ne pas demander des choses trop précises, parce qu'on ne sait pas en fait. Et parfois, souvent, on a tendance à se diminuer. On a tendance à demander petit, mais tellement plus petit que ce qu'on mérite, tellement plus petit que ce qu'on pourrait avoir si soi-même on s'autorisait en fait. Et tout vient de là, tout vient de là. Et en ce moment, on est plein d'amis euh, à être sur le même chemin de guérison, je dirais, ce chemin de lumière, de guérison, euh, où on se voit en miroir, on s'apporte des clés, et, et c'est fou comme on peut voir chez l'autre, euh, en miroir, nos propres souffrances, nos propres clés, et aussi nos propres clés de guérison. Euh, Je referai une petite vidéo explicative sur qui je suis, ce que je fais, ce que je vais vous proposer,
etc. Là, j'avais juste envie aujourd'hui de reprendre contact. Et j'avais envie de vous parler de la nuit d'art de l'âme. Je vais vous faire une autre vidéo à part pour vous parler de ça. J'avais juste envie de reprendre contact. Et parce qu'il se passe plein de choses en ce moment dans ma vie. Je suis dans une période de transition, mais énorme. Et je l'accueille avec beaucoup de joie et de bonheur. Et pour une fois, c'est une période de transition qui dépend de personne d'autre que de moi. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et voilà pourquoi je vous parle de la loi de l'attraction, etc., etc. Ça y est, je suis enfin arrivée à ce moment-là. Et c'est juste waouh, que du bonheur. Ce moment où on se reconnecte à une certaine paix en soi, une certaine foi, une grande sécurité qui grandit petit à petit de l'intérieur, bien sûr, de l'intérieur. Et j'en parlais justement avec une amie tout à l'heure, et oui, on cherche souvent à l'extérieur, chez les autres, que ce soit une personne qui nous sécurise, que ce soit un boulot qui nous donne plus d'argent, qui nous sécurise, qui nous permette de... mais non, en fait. Ça sert à rien tant qu'on est dans ce système-là de chercher un, une relation, un boulot, enfin un événement extérieur qui va nous apporter de la sécurité pour pouvoir devenir qui on a envie d'être. Tant qu'on sera dans ce schéma-là, mais ça me paraît tellement évident aujourd'hui, et je me rends compte que j'ai été dans ce chemin-là, mais pendant des années. Moi, j'ai cherché tout le temps l'approbation, pendant des années, j'ai pas pensé que je pouvais réussir toute seule. Soit une affaire, soit un boulot. Je l'ai fait, j'ai essayé, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait eu de la défiance. D'ailleurs, je me suis auto-sabotée complètement dans ces moments-là. Tellement je ne m'autorisais pas. Tellement j'avais pas confiance en moi. En apparence, oui, souvent les gens me disent, mais au fond de moi, la petite fille, il y avait beaucoup de choses encore à soigner, à aller voir, à guérir. Il y avait beaucoup d'amour à apporter. Voilà. Et puis, je vous parlerai aussi de la suradaptation. Et puis, je vous parlerai aussi d'une blessure dont on parle très peu. On parle souvent des 5 blessures de l'âme. Alors, petit à petit, je vais vous remettre dessous des liens. Justement, j'avais vraiment à cœur. J'ai eu besoin de faire ce petit break. Déjà, j'avais beaucoup de nettoyage à faire. De nettoyage, voilà. Euh, dans les relations, je sentais beaucoup de poids, comment dire, de choses malsaines aussi chez des personnes qui regardaient mes vidéos. Donc j'ai eu besoin de couper et de refaire mes protocoles. Voilà, pour redémarrer sur quelque chose de plus ancré, plus respectueux vis-à-vis de moi-même. Et puis sur des bases, effectivement, comme je vous disais, de créer cette chaîne vraiment. Et tant pis pour les abonnés qui étaient déjà, tant pis pour le temps que j'avais passé, etc. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, les gens qui doivent entendre mes vidéos retomberont sur ma chaîne, réécouteront, etc. Puisque j'ai envie d'apporter, c'est des clés et des partages de ce que j'ai vécu, de ce qui m'est arrivé, vraiment de ce que j'ai expérimenté moi-même, que je connais et que j'ai envie de vous partager parce que je sais que ça peut être aussi des clés pour vous, ou ça peut être en tout cas sur le chemin, et je ne suis pas arrivée encore nulle part, hein, voilà, c'est pas... Mais en tout cas, j'arrive déjà à avoir du recul sur ce que j'ai déjà traversé, et ça déjà c'est énorme. Et donc, je pense que ça peut vous aider en tout cas à cheminer ou à vous poser les bonnes questions. Je le redis, sans prétention aucune. Voilà. Mais c'est juste, à un moment donné, comme ça a été le cas pour moi,
on rencontre des personnes qui, en miroir, leur discours va nous parler, leur récit, leur histoire va nous connecter avec quelque chose qu'on a vécu et on va comprendre. On va dire waouh, là c'était ça, là c'était ça. Ouais, ok, voilà, ça va. Donc, je vais vous parler de cette blessure dont on ne parle pas très peu, en tout cas en psychologie. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec mon psy il n'y a pas longtemps et il m'a complètement validée. Donc, j'étais très contente. C'est une blessure de surprotection. Quand on est un enfant roi ou quand on est un enfant surprotégé, alors enfant roi, ça va être avoir un petit côté un peu quand même capricieux, voilà, de l'enfant qui fait tout ce qu'il veut, etc. Mais moi, je parlerai surtout de l'enfant surprotégé. Et cette blessure, elle est très très sournoise parce que on la voit pas. On la voit pas parce qu'elle est remplie de culpabilité. Elle est remplie de culpabilité parce que on ne s'autorise pas justement à être la mauvaise personne qui va juger ses parents, qui a reçu plein d'amour. Moi, c'était mon cas, en tout cas de la part de ma mère, qui nous a donné mais beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, qui a été disponible, qui ne travaillait plus, qui avait choisi entre guillemets, de ne plus travailler, de suivre mon père à l'étranger et de s'occuper de nous, les enfants, et de nous amener au sport, de nous amener à l'école, de revenir nous chercher entre midi et deux pour ne pas qu'on mange à la cuisine, qui avait fait les courses, qui avait préparé à manger, qui était là pour nous tout le temps, qui revenait nous chercher le soir après l'école. On a eu une mère aimante, présente, aimante bien sûr, à sa manière, avec ses blessures, puisque elle-même avait eu la blessure d'abandon, avait eu la blessure de trahison aussi, mais surtout d'abandon. Du côté des mères, de toutes les mères, du côté de ma mère, on a cette blessure comme ça qui revient, comme beaucoup de femmes, qui a eu d'autres blessures aussi. Et donc elle avait plutôt une personnalité, maman, un petit peu stressée, angoissée, comme moi. Enfin, en tout cas, moi comme elle. Très inquiète, toujours inquiète. Et j'ai compris beaucoup de choses au fur et à mesure. La période où on a habité à Moscou et puis la période après où on a habité au Maroc. À Moscou, je l'ai su il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Maman avait toujours peur qu'on m'enlève. C'était en 1960. J'étais petite, 75 par là, 76. 76. Non, 76-77 par là. En plein bloc soviétique, etc. Elle vivait avec la peur au ventre tout le temps, parce on a eu le KGB qui a débarqué plusieurs fois chez nous. Une fois, on avait un gars avec des pieds derrière les rideaux dans notre salon, et on est redescendu. Maman a dit « Viens Céline, on a oublié le beurre au magasin et tout ». Un jour, on rentre, il y avait eu de la visite, on avait un micro en plein milieu du mur, même pas caché. Bref, on notait à quelle heure on sortait, à quelle heure on revenait et tout. On vivait dans cette ambiance, bien sûr, on était français, on se sentait quand même en sécurité, mais on savait qu'on était complètement épiés, espionnés, etc. Et je me souviens d'une fois, mis à part le fait traumatisant de voir des magasins vides de nourriture avec des gens partout dans les rues, dans les marchés et tout, qui cherchaient à manger, à acheter à manger. Il n'y avait rien dans les magasins. C'est comme quand on a vu là pendant le Covid des magasins avec des rayons vides, etc. Partout. Là-bas, c'était comme ça, mais tout le temps. Voilà. Et surtout, les Russes croyaient que c'était comme ça partout ailleurs aussi. Mais c'est pour vous raconter la petite histoire. Donc, moi, je vivais dans ce stress-là. Évidemment, je ne suis pas morte de faim. Papa et maman ramenaient des cantines, même des fois de bouffe, via Air France. On avait accès au Berioska avec des produits de luxe qu'on payait en dollars, qu'on payait en devises étrangères, etc. Mais voilà, mais je pense qu'en tant enfant sensible, je ne savais pas à cette époque-là aussi que j'étais hypersensible, c'était
complètement crispant. Et de voir ces gens aussi qui vivaient comme ça là-bas, ce décalage entre... On rentrait pour les vacances à Lyon, mais bon. En tout cas, comment se permettre d'accuser, entre guillemets, sa mère de surprotection, alors qu'elle a tout fait pour nous, qu'elle a tout fait pour nous protéger. Après, quand on a habité au Maroc, c'était pas trop évident non plus. Là, j'étais plus grande. J'avais 12, 13, 14 ans, mais c'est pareil. Maman me tenait toujours le bras. Je pense qu'elle avait toujours peur qu'on me prenne ou qu'on m'enlève ou quoi. Ça devait être... Elle devait avoir des stress avec ça. Et ensuite, en plus, entre-temps, mon frère est né. Il est né prématuré. Et donc, c'est pareil. Elle l'a couvé. Et elle nous a trop couvé en fait, mais c'est de l'amour, qui rend pas service, comme on dit, du tout dans le développement de l'enfant. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'était une des blessures, d'ailleurs, très grave et très handicapante, euh, invalidante. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. En tout cas, oui, en tout cas, qui pose de gros soucis dans le développement et dans les capacités de l'enfant. Et j'ai compris tellement de choses. Mais cette blessure, on ne s'autorise pas à la voir parce que c'est comme les gens qui font mal par amour. Il y en a même qui tuent par amour. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Et quand on surprotège tant, alors bien sûr, hein, je ne compare pas à ce point-là, hein, je le dis avant qu'il y ait des méprises, mais je veux dire, dans le sens amour, est-ce que on aime avec ses blessures, en fait, avec ses casseroles, c'est ça le problème. Et parfois, être trop jaloux, c'est pas vraiment de l'amour. Euh, et trop sécuriser, empêcher tout à un enfant, il va falloir être sûr de lui donner jusqu'à la fin de sa vie, d'être là pour lui, de lui donner de la sécurité financière, de lui donner de la protection. Voilà, parce que sinon, il va faire comment l'enfant pour se débrouiller tout seul s'il n'apprend pas à se débrouiller seul. S'il n'apprend pas à avoir foi en lui, euh, à se connaître, s'il n'apprend pas à savoir qu'il a toutes les ressources en lui, mais comment il va se débrouiller? Comment il va faire? Alors, c'est l'histoire un peu de toute ma vie. Et du coup, on a du mal à se connecter à ça. On a du mal à voir ça. Parce que moi, pendant des années, je me suis dit, mais j'ai pas été abandonnée, mais pourtant j'avais tellement ce sentiment d'abandon en moi. Alors oui, j'ai quand même eu la blessure de rejet hein, du côté de mon père, ça c'est sûr. Donc bon, ça, avec l'histoire de Deep là, ça touche quand même bien sûr à, ça touche quand même effectivement à l'abandon et à la trahison. Mais par contre, j'ai compris il n'y a pas longtemps, vraiment, parce que ça fait maintenant un moment que je fais ce travail sur moi, de comprendre, parce que vraiment, je suis arrivée à un stade de toute façon où je n'ai pas eu le choix. C'est mon corps qui a dit non l'année dernière, avec mes 3 opérations, ma double fracture, mes 2 opérations du canal carpien, plus mon Covid. J'ai passé l'année où mon corps a dit stop. Parce qu'à un moment donné, après le pied, j'avais peut-être envie de recommencer à partir un peu courir, me remettre au boulot, me remettre un peu dans mon cycle. Et l'univers a dit, toi, t'as pas bien compris. on va te réexpliquer. Mais voilà, cette blessure, elle est très difficile à voir parce que on se sent coupable. Comment accuser une mère qui est tellement aimante, qui a dévoué sa vie, qui a voire même sacrifié sa vie, parce que souvent des fois après elle nous le reprochait, elle disait qu'on était ingrats et tout, et oui parce que les enfants sont ingrats de toute façon. Mais nous comme on lui disait mais on t'a pas demandé de te sacrifier, d'arrêter de travailler et tout pour t'occuper de nous, mais on est ingrat quand on est enfant. Mais en même temps c'est vrai
comment quelqu'un qui se sacrifie peut être heureux et peut... Alors, il y a des gens qui vont te dire, oui, moi, je fais tout pour mes enfants et c'est ça mon bonheur, de me sacrifier pour être là pour eux. Mais non, ça c'est une réponse qui répond à une blessure, en fait. Voilà. C'est une personne qui pense comme ça, eh bien, c'est qu'elle-même a des blessures qu'elle ne veut pas forcément voir et donc se pose en victime et se pose à ce moment-là en sacrifice. Sa vie, c'est du sacrifice. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'épanouir et apporter de l'amour aux autres équilibré en étant en sacrifice d'elle-même. Personne. Voilà. D'ailleurs, elle avait aussi une dépendance affective du côté de mon père. Et jusqu'à la fin de sa vie, malheureusement, alors qu'il s'était divorcé depuis 10 ans, elle attendait après mon père. C'est un truc de dingue quand même. Et voilà. En tout cas, cette blessure, j'en ai parlé avec le psy. J'ai écouté l'autre jour un podcast là-dessus qui est top, top, top. Je peux vous en parler d'ailleurs. C'est sur Instagram, Soma Sowa. Sandra, elle explique qu'elle a été psychologue. Elle a fait différents... Avant de monter avec son chéri, Sébastien, de monter leur structure, Soma Sowa. Elle a été psychologue. Elle expliquait une fois, et ça m'a fait tilt dans ce podcast, qu'effectivement, la surprotection apporte à l'enfant une sorte de castration psychique. En fait, on l'enlève, on le dépossède de toute... Évidemment, je redis, le parent ne fait pas exprès, il ne sait pas, il ne s'en rend pas compte. Il fait pour faire bien. Mais sauf qu'en fait, il ne pourrait pas faire pire que ce qu'il fait. Parce que c'est comme s'il dépossède l'enfant déjà de sa responsabilité, de son pouvoir intérieur. C'est comme s'il envoyait un message à dire mon petit, tu es tellement vulnérable, tu es tellement faible dans ce monde si cruel, si dangereux, que tu seras incapable de survivre sans ma protection, sans ma surprotection. Bien sûr qu'on aime ses enfants, bien sûr qu'on veut protéger ses enfants. Et moi-même, je me rends compte que je suis souvent inquiète pour mon fils et j'essaye. Moi, j'ai fait le contraire avec Lucas. Je voulais tellement qu'il soit pas comme ça, comme je lui disais. Je voulais qu'il sache tout faire, qu'il soit autonome. À 12 ans, je voulais qu'il prenne le train. À 17 ans aussi, j'ai voulu qu'il prenne l'avion tout seul. Il est parti faire ses études à 19 ans à Montpellier. Il s'est trouvé son studio, son appart. Il a déménagé. À 21 ans, il est voilà, à Toulouse, Bordeaux, machin. Je voulais tellement pas. J'ai dit, je voulais tellement. Je pense que j'ai même fait l'excès contraire où je voulais qu'il soit autonome parce que je me rendais tellement compte, mais c'est marrant parce que je le voyais aussi plus chez mon frère qui avait été vraiment surprotégé parce que c'était aussi garçon-garçon et je le voyais moins chez moi parce que malgré tout, ça m'a pas empêché de faire tout quand même, hein. Je suis quand même assez dégourdie, etc. Par contre, ça a complètement touché dans mes capacités. J'étais nulle à l'école. Je me sentais nulle à l'école. Et après, j'ai compris aussi maintenant, parce que du fait que je sois hypersensible, l'école était complètement désadaptée pour moi. Ça ne m'intéressait pas. Je ne sais pas s'il y a un côté HP ou pas, enfin un truc comme ça. Mais en tout cas, je le vois maintenant parce que j'ai un besoin d'apprentissage, de nourrir mon âme, d'apprendre, etc. Que je n'ai jamais eu étant petite. Ça ne m'intéressait mais pas du tout quoi, l'école. Et pourtant, je n'étais pas sportive non plus. Hein. Je faisais pas partie non plus de ces élèves qui tenaient pas en place en classe, ou etc. Pas du tout. J'étais introvertie, j'étais éteinte complètement en fait. Et je pense que c'est comme si j'étais figée, terrorisée en fait. C'est vrai que l'expérience de Moscou, je pense que ça m'a complètement traumatisée. De la part d'une enfant à cette époque-là. Mes parents l'ont vécu bien sûr d'une autre manière parce qu'ils étaient adultes à 30 ans. Pour eux, c'était une expérience. Et eux, ils avaient vraiment la logistique en plus d'Air France, etc. Ils avaient leur sécurité déjà intérieure. Enfin, après ou pas, parce qu'ils avaient quand même tous les deux des grosses blessures. Mais
En tout cas, moi, j'étais tellement petite, j'étais en plein... On dit qu'avant 8 ans, c'est vraiment là que se construit l'enfant, c'est compliqué. Donc, en tout cas, le message, c'est vraiment de dire... Enfin, ce que renvoie cette blessure, c'est vraiment... Tu ne vas jamais t'en sortir tout seul. Si je ne te protège pas, tu ne survivras pas dans ce monde cruel, plein de dangers, etc. Et effectivement, et donc du coup, au lieu d'aider son enfant, mais on le démunit, on lui enlève toutes ses capacités à pouvoir après agir seul, on lui enlève toutes ses capacités à pouvoir se sécuriser en lui, parce que du coup, il va toujours chercher une sécurité à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, comme chez cette mère, puisque c'est le schéma, en fait, le schéma qui fonctionnait, c'était un schéma de sécurité à travers l'autre, pas en soi. Donc moi, la sécurité en moi, je ne l'ai jamais eue pendant des années, mais bon, je ne le voyais pas du tout, ça, évidemment. Je ne le voyais pas du tout. Il a fallu que j'arrive cette année. Ça a été un âge vraiment charnière pour tout, et une année charnière pour comprendre en fait que cette surprotection, mais on se l'interdit parce qu'on n'a pas envie d'accuser sa mère qui a tout fait pour nous, qui a été si présente. Et bon, maintenant j'ai du recul, je peux me permettre ça aussi, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Je pense qu'aussi c'est plus facile parce qu'on a de la culpabilité sinon. Euh, voilà. Du coup, on a du mal à le voir. Donc moi, je vous le dis en tout cas, sachez, cette blessure, si vous surprotégez vos enfants, vous ne leur rendez pas service. Mais vraiment. Être là pour eux, oui. Les encourager, surtout, beaucoup les encourager. Moi, du coup, j'ai raté toutes mes études. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai raté 2 fois mon bac à l'écrit. Rien ne m'intéressait. J'ai fait un BTS commercial parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais j'étais la, comment dire, la nulle pour mes parents. Enfin, je veux dire. Et ça s'est manifesté au fur et à mesure. Plus je me sentais nulle, plus j'étais nulle, plus je ratais mes examens. Comme je disais, le seul truc que j'ai réussi du premier coup, c'est mon permis de conduire et mon code. Sinon, le reste. Et bien sûr, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais même pas, ça n'avait même pas ouvert ma curiosité, ça n'avait pas ouvert mes capacités. Je ne savais même pas qui j'étais, ce qui m'intéressait, qui j'étais, qui j'avais envie d'être. Euh, Jusqu'à là, mon burn-out de l'année dernière. On me dit, tu veux faire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mis à part les questions d'argent, d'études qui coûtent tant ou tant ou tant, ou de questions de logistique, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je ne sais pas. Ça m'a pris des mois à savoir. Parce que pour savoir, j'ai eu besoin de me reconstruire, j'ai eu besoin de soigner mes blessures, j'ai eu besoin de savoir qui j'étais. Alors ça prend du temps. Et en fait, il ne faut pas se crisper, il ne faut pas se cristalliser. Euh, bien sûr, ça va après avec le contrôle. Pour accéder à cet endroit-là, eh bien, il faut lâcher prise. Deuxième problème, le lâcher prise. Parce que bien sûr, quand tu as été dans cette blessure, dans cette surprotection d'un de tes parents ou même de tes deux parents, eh bien, qu'est-ce que tu développes comme schéma? Tu développes une carapace pour te protéger, puisque ce monde est dangereux, puisqu'on vit dans un monde dangereux, euh, plein d'hommes malveillants, plein de personnes jalouses, plein de ci, plein de là. Et oui, et bien sûr, bah, tu construis ton schéma là-dessus. Et qu'est-ce que la vie t'apporte? La vie t'apporte tout ça. Tout ce monde dangereux, toutes ces personnes jalouses, méchantes, menteuses, euh, qui vont te qui vont te trahir, qui vont te mentir, euh, qui vont venir
appuyer sur tes blessures, justement, jusqu'à ce que tu les vois, que tu les comprennes. Et ça a pris beaucoup d'années. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Ouais. Et donc, soyons là vraiment encourageants. Je trouve que les encouragements, c'est vraiment important. Je trouve vraiment dommage que tout ça ne se soit pas pris en compte à l'école, qu'on ne détecte pas au niveau des enfants. Les enfants ont besoin de tellement d'encouragement. Alors maintenant, je m'encourage moi toute seule. Voilà, ça y est, j'ai reconnecté avec ma petite fille intérieure. Et je m'encourage. Je suis en train, et je suis contente vraiment parce que je sais que j'ai fait le plus gros du chemin, de retrouver cette sécurité en moi. C'est ça qui me donne ma liberté d'action, ma liberté de parler aujourd'hui, la liberté de m'assumer publiquement, la liberté d'assumer qui je suis, d'assumer mon passé, d'assumer mes blessures, de prendre mes responsabilités, comme j'ai dit, même de mes ruptures, ce que j'ai traversé avec d'autres personnes. Je prends ma part de responsabilité. Parce qu'à un moment donné, alors je vais vous faire une autre vidéo sur l'ego, on va rigoler. Et parce qu'à un moment donné, il faut aussi lâcher prise, lâcher la carapace, parce que évidemment, plus on a été surprotégé comme ça, ou plus on a été, ou pour les enfants qui ont été, pour le coup, face à des violences dans l'enfance, des violences physiques ou sexuelles ou verbales ou voilà ou physiques, eh bien la réponse à ça, c'est dans les deux cas, et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que c'est la même, on va adopter le même système de protection en fait, avec la carapace et avec le contrôle en fait. On met le masque du contrôlant parce que la seule manière de s'en sortir dans tout ça, c'est de tout contrôler en fait. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On veut tout contrôler. Parce que si on contrôle tout soi-même, eh bien, on pense qu'on ne va pas être soumis justement à ce monde cruel, à l'abandon, à la trahison. On pense qu'en contrôlant nous-mêmes tout, on ne se rend pas compte qu'en fait on s'enferme dans une armure, dans une carapace, en fait, qui va nous figer complètement, qui va figer même notre cœur. Bien sûr, quand on fait ça, c'est lié avec l'ego, on ne s'en rend pas compte. On fait ça par protection. Le problème, c'est qu'en grandissant, cette armure, on devrait la larguer, se déshabiller et l'enlever. Et dire, ok, c'est bien, tu m'as protégée pendant l'enfance, mais maintenant, en grandissant, j'ai besoin de mouvoir, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de bouger, de me mouvoir. Voilà, mon corps a besoin d'exprimer la liberté, la joie, l'amour. Mais on peut pas parce qu'on est figé dans notre carcan. Le carcan qu'on s'est mis nous-mêmes, soi-disant pour se protéger nous-mêmes. Et on ne le voit pas, ce carcan. Du coup, on est dans le contrôle tout le temps. On veut tout contrôler parce qu'on pense que c'est sécurisant pour nous. Et parce que comme c'est le seul schéma qu'on connaît, effectivement, on dit toujours que c'est difficile. C'est l'inconnu. Les autres schémas sont l'inconnu complet. Du coup, c'est une mise en insécurité d'aller vers autre chose. Donc, il y a un sacré travail à faire pour voir ça, pour sortir de ça, pour se dire, ouais, ok, ce confort, en fait, n'est pas si confortable que ça. C'est un leurre. Ce confort est un leurre. Ce confort est basé sur quelque chose de complètement déséquilibré, de faux. D'ailleurs, on parle souvent aussi de faux self. On va parler de faux self et des masques et de cette suradaptation qu'on s'apporte à soi-même pour survivre. Mais à un moment donné, il faut sortir de ça parce qu'on se rend compte en fait qu'on va en crever là-dedans, quoi. On va mourir étouffé là-dedans par soi-même, de surprotection, de surcarapace. Euh, à un moment donné, cet oignon-là, il faut l'éplucher, et une couche, et une couche, et on enlève une couche, et une autre couche. Parce que, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, en fait. Moi, j'ai plus le choix, là. C'est mon corps qui a dit non.
des années à avoir mal au ventre, des années à pas dormir, des années à être stressé, des années à trop bosser, à fuir dans le boulot, à s'épuiser dans un travail au boulot, euh, parce qu'on pense que c'est là qu'on va trouver en fait on fuit dans le travail. Tous les gens qui fuient dans le travail, de toute façon, ils se fuient eux-mêmes. En fait, on se fuit soi-même dans ces moments-là, hein. Bon, tout ça, on en reparlera. Mais en tout cas, à un moment donné, l'ego, il faut le convoquer. Notre ego, nous-mêmes, on va lui dire, attends, viens, assieds-toi là en face de moi, maintenant on va discuter un petit peu. C'est aussi ce que j'ai eu besoin de faire pendant cette laps de temps-là. Euh, et maintenant, c'est mon copain, j'arrive bien à... Parce que à vouloir trop me protéger, je m'en étais même jamais rendu compte, mais mon ego, il était bien présent, hein. Ça, c'est sûr. Et le problème, c'est que quand on est dans les masques, et quand on est dans la protection, et quand on est dans le contrôle, on s'en rend même pas compte. On s'en rend plus compte. Voilà. Et on trouve du confort dans l'inconfort. Et on s'en rend même plus compte que c'est un non-confort, puisque c'est ce qu'on a connu tout le temps, toute notre vie. Donc pour nous, c'est la normalité. Sauf que non, c'est pas la normalité. C'est qu'on est suradapté depuis qu'on est petit, depuis qu'on est bébé. Et le jour où on s'en rend compte, bah, ça fait mal, hein, de tout ça, hein, parce qu'on se rend compte que ça fait des années qu'on vit dans l'inconfort, à cause de nous-mêmes, en gros, je résume, à cause de nous-mêmes, parce qu'on s'est mis soi-même voilà, dans cette situation qui, à la base, oui, était pas mauvaise, était une solution de surprotection. Sauf qu'en grandissant, en évoluant, devenant adulte, on aurait dû reprendre ses... Enfin, on aurait dû, on fait comme on peut, mais voilà, normalement, il faudrait reprendre ses responsabilités, reprendre confiance en soi, se détacher du regard des autres, se dégager des blessures des parents, euh, se dégager de tout ça et puis reprendre sa confiance pour s'ouvrir, rayonner, euh, trouver sa voie, trouver... Voilà, moi, c'est vrai que là, je suis vraiment un cas un peu particulier. Bon, je ne suis pas toute seule, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, et d'ailleurs c'est vraiment intéressant parce que ça se voit dans la numérologie, dans mes nombres, que ce soit pour le côté famille ou pour le côté des capacités, de l'abondance, tout ça, dans le 8 avec un aumont 8. Et tout ça, ça se voit. Donc des choses comme ça. Et en même temps, c'est ce que je suis venue travailler, hein. Je suis venue travailler ça, hein. Puisqu'on choisit son incarnation, on choisit tout. Donc je suis venue passer par toutes ces phases, vivre toutes ces blessures. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre ce que je dis, hein. Je le conçois tout à fait. Parce qu'il faut vraiment avoir traversé un certain chemin et avoir vécu ces blessures. Et je veux vous parler de la nuit noire de l'âme, qui est différente de la dépression, dans une deuxième vidéo. Il faut vraiment être passé par là pour comprendre. Et je me rends compte que les gens sont vraiment pas du tout tolérants. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la nouvelle Céline. Je m'en fiche. Parce que j'ai compris. J'ai même pas de colère envers eux. J'ai compris qu'on ne peut pas comprendre ce par quoi on n'est pas passé en fait. Que ce soit les addictions, que ce soit les blessures, que ce soit les chagrins. Il y a des choses, si on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre en fait. Et donc du coup, j'en veux pas aux personnes, c'est juste qu'on se comprend pas. Ils peuvent pas me comprendre et voilà. Et moi, c'est pas que je peux pas les comprendre, mais ça m'intéresse pas spécialement de les comprendre parce qu'en fait ça n'apporte rien. Voilà. Peut-être un jour où ils auront une tuile, voilà, le jour où ils feront un burn-out ou une noyade de l'âme, qu'ils auront un énorme chagrin qui sera vraiment compliqué à dépasser, bah, ce jour-là, ils pourront peut-être comprendre des choses par lesquelles je suis passée. Et je leur en veux pas du tout. Voilà, c'est chacun son chemin, comme on dit. Et puis tous les jugements, eh bien, je m'en fiche aussi, c'est pas grave. J'ai dépassé tout ça, justement. Aussi par rapport à mon travail actuel, etc. Et de toute façon, je suis dans une période de complète transformation. Et tout ça, je vois aujourd'hui tout ce que ça m'a apporté. Parce que d'être passé par là, eh bien, je comprends.
Je sais que je peux aider d'autres personnes, je sais que je peux voilà, suggérer des clés. Je connais le chemin. Il est long, il est difficile. Enfin, il a été long et difficile pour moi. C'est pas forcément le cas pour tous. D'ailleurs, il ne faut pas penser ça. Ça peut être une pensée limitante de penser ça. Mais en tout cas, je suis bien contente d'être arrivée à ce niveau-là. Alors oui, j'ai encore une petite mine. Hein. Je dors pas encore super bien. Je me suis pas maquillée, mais j'ai eu envie de vous faire cette vidéo spontanée pour reprendre contact. Et puis, je vais enquiller sur l'autre vidéo parce que je pense que c'est important. En ce moment, on est sur des périodes qui énergétiquement sont quand même très chargées. Hein. Ça démoule de chez démoule. Si vous vous sentez pas bien, si vous sentez que ça brasse, qu'il y a des trucs qui remontent de l'enfance et tout, des trucs que vous n'avez pas encore réglés, là c'est vraiment le moment d'y aller. Moi je le sens et je dors pas bien forcément la nuit aussi parfois, mais c'est des périodes de guérison. Je le vois moi avec mes amis, on vit toutes en ce moment des périodes de guérison en miroir. Et c'est super parce qu'on va passer à autre chose. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas pour cette première. Je vous referai une petite vidéo de présentation à part pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, comme d'habitude. Hein, je ne sais toujours pas faire des vidéos courtes. Je vous embrasse bien fort, comme je dis toujours, bisous du cœur.